Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode numéro 30 de la saison 2. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi, bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation, dans le sport, à la télé, rien à voir, mais je suis aussi professeure diplômée de yoga prénatal et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille d'un peu plus de 2 ans, Ella. Maman, je t'aime. Papa, je t'aime. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles. Le must, c'est aussi de laisser un commentaire. Pour ce 30e épisode, je reçois le docteur Anne Reynaud. Anne Reynaud est la fondatrice de l'Institut de la parentalité à Florac, à côté de Bordeaux. Elle a d'abord été médecin de famille avant de se tourner vers la psychiatrie avec une spécialité autour de la périnatalité. Anne vient de sortir un livre intitulé « La sécurité émotionnelle de l'enfant ». Dans cet épisode, on parle en profondeur de ce lien d'attachement, de son travail au sein de l'Institut de la parentalité, puis vous allez nous entendre parler des 1000 premiers jours. Le gouvernement a lancé en 2019 un programme de santé publique qui englobe la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant et ce qui constitue à peu près les 1000 premiers jours de vie de l'enfant. Il y aura un épisode entièrement dédié à ce thème dans les prochaines semaines, mais je voulais que vous ayez toutes les informations. On a aussi parlé de thèmes qui me sont chers, la dépression du postpartum, l'angoisse liée au fait de devenir mère et tout ce qui touche à la naissance psychologique d'un parent, femme ou homme. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci Anne de me recevoir dans votre institut, l'Institut de la parentalité qui est à côté de Bordeaux, à Florac. Je suis ravie de vous avoir, d'avoir une professionnelle qui va me parler de plein de choses autour du fait de devenir mère et de la parentalité. Donc vous êtes la fondatrice de cet institut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et surtout pourquoi vous l'avez créé ? Oui, bonjour Clémentine, moi je suis aussi ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors je l'ai créé parce que avant d'être psychiatre, j'étais médecin généraliste et je me suis rendu compte que beaucoup de familles se questionnaient sur la construction des liens très précocement, que les parents avaient une conscience très rapide de certaines difficultés et qu'ils ne trouvaient pas forcément de réponse dans un environnement qui aujourd'hui est très spécialisé pour des problèmes qui au début peuvent sembler assez pas très importants, mais qui vont rapidement prendre beaucoup de place dans la vie de la famille, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, des pleurs incessants, etc. Et que je voyais ces parents qui erraient de consultation en consultation. Et puis aussi parce que j'ai travaillé en psychiatrie et que je me suis rendu compte qu'on arrivait souvent plus tard et trop tard. Alors, il n'y a jamais de trop parce qu'on peut toujours faire quelque chose, mais que cette notion des 1000 jours qui aujourd'hui arrive vient nous dire que cette période de la périnatalité et petite enfance est probablement plus à investir. Donc, cette conscience-là de médecin, mais aussi de maman, parce que j'ai été maman, j'ai rencontré des soucis pour devenir maman et j'ai eu les mêmes problématiques que les parents, m'ont interpellée sur cette problématique. Et puis, j'ai aussi lu, parce que je suis médecin, donc je me suis intéressée à toute la bibliographie internationale et je me suis rendu compte que dans d'autres pays, on intervenait beaucoup plus précocement, que les résultats étaient extrêmement positifs. Et donc, le résultat de tout ça m'a fait penser qu'il était essentiel d'investir le champ de la prévention et d'offrir à des parents, mais aussi aux professionnels, parce qu'aujourd'hui, ceux qui viennent à l'Institut, c'est certes des parents, mais ils sont beaucoup orientés par leur médecin généraliste, leur pédiatre, la crèche, l'école. Après, il y a tous les réseaux sociaux, bien évidemment,
évidemment, mais globalement, toutes ces personnes qui se rendent compte qu'il y a quelque chose qui a pas l'air de coller rond, même si de tourner rond, même si c'est pas grave pour l'instant, mais c'est le moment d'intervenir. Donc l'Institut répond à ces problématiques-là avec plusieurs modalités. On a des programmes d'habileté parentale où on vient accompagner les parents sur la compréhension du besoin de sécurité en lien avec la théorie de l'attachement de l'enfant, des consultations. Et on est aussi organisme de formation pour les professionnels qui viennent intervenir autour de la famille pour leur donner une base scientifique et rigoureuse autour de la théorie de l'attachement. Ça m'interpelle quand vous dites ça parce que je me dis ça veut dire que les professionnels de santé, malheureusement, ne sont pas formés comme il faut autour de la question de la parentalité. Pas à la hauteur des enjeux, c'est clair. Et donc Catherine Guéguen a mis en place un diplôme universitaire à l'attention des pédiatres spécialisés dans la parentalité. J'ai la grande joie d'y enseigner. Mais globalement, aujourd'hui, si on parle en particulier de la théorie de l'attachement qui constitue ici à l'Institut notre socle théorique, alors pas dans une vision dogmatique vraiment, et on fait que de la théorie de l'attachement, mais on l'intègre aux autres pratiques. Aujourd'hui, la formation autour de la théorie de l'attachement, elle est effectivement pas à la hauteur des enjeux de cette période. Alors comment est-ce que vous êtes venu à vous intéresser à tout ça, parce que vous étiez médecin généraliste à la base. Pourquoi est-ce que tout ce qui a tourné autour de la périnatalité vous a poussé, vous, dans votre pratique à faire beaucoup plus d'études? Parce que j'ai lu votre CV, il est impressionnant. Alors, je pense que c'est une quête que j'ai depuis longtemps, ou en tout cas une question fondamentale sur comment on rentre en relation les uns avec les autres. C'est quelque chose qui m'intrigue, qui aiguise vraiment ma curiosité. Et donc, bien sûr que un des moments fondamentaux où on va commencer à construire les liens, c'est juste après la naissance. Donc, j'ai toujours été passionnée par cette période-là, la magie de l'enfant aussi, qu'est-ce qu'il vient nous apporter, et qu'est-ce qui vient éclairer de nos vies. Donc j'ai rapidement effectivement investi ce champ-là avec différents diplômes, différents exercices. J'ai travaillé très rapidement en maternité où j'ai accompagné les parents dès l'arrivée de l'enfant, mais même avant. Et toute cette conscience m'a fait prendre, et cette expérience m'a fait prendre vraiment conscience de l'importance de ce qui se jouait là. Et puis ensuite, les études scientifiques et de venir nous dire, et en particulier avec les neurosciences et la théorie de l'attachement, comment ce qui se joue là, avant 3 ans, avec la plasticité cérébrale et cette feuille de route que on va comprendre de la relation avec l'autre, va être déterminant pour la suite, pas déterministe. Tout n'est pas joué, et heureusement que tout n'est pas joué avant 3 ans ou 6 ans, parce que on a aussi toutes les expériences de la vie qui viennent nous éclairer et nous donner d'autres guidances par rapport à ce qu'on doit vivre. Mais n'empêche que ce qui se joue là est vraiment beaucoup plus essentiel, et on l'a probablement trop négligé dans notre société aujourd'hui. Mon podcast s'appelle La Matrescence, donc c'est le fait de devenir mère et tout ce que ça chamboule. Est-ce que vous avez eu la sensation de vivre une matrescence quand vous avez eu des enfants ? Ah oui, ça fait aussi totalement partie de la fondation de l'Institut. Simon va avoir 22 ans dans quelques jours. Il est issu d'un parcours d'infertilité. Et puis ensuite, il est arrivé beaucoup plus tôt que prévu, donc à peine 6 mois. Donc le séisme de la prématurité, des enjeux de sa survie, tout simplement, sa survie physique. Et puis ensuite, toutes les complications qui sont liées à son petit âge et à son petit poids. Et oui, là, j'ai vraiment été totalement bousculée dans mes pertes de repères, dans ma perte de contrôle, dans ce qui me semblait important avant qui ne l'était plus après, et ce qui était essentiel après n'avait pas forcément de place avant. Donc oui, moi j'utilise toujours l'image du strike au bowling, parce que je trouve que c'est tout à fait ça, c'est qu'il n'y a plus une quille qui est debout et qu'on se dit waouh, alors. Et moi je m'applique à dire aux parents que c'est important de pas tout de suite mettre les quilles debout, pas comme avant, parce qu'elles seront jamais comme avant, mais qu'il y en a peut-être qu'on n'a plus envie de garder, qu'on va en mettre d'autres dans le jeu, et que petit à petit les choses vont se construire différemment. Donc oui, je vois tout à fait de quoi vous voulez parler. J'aime bien cette image du strike, parce que moi je dis toujours c'était le tourbillon, et en fait le tourbillon, il n'y a plus rien qui est en place. Alors le strike, on peut remettre
quand même les quilles en place, c'est ça. vrai. Au moins, il y a un espoir d'une ça. construction différente, mais qui est là en tout cas. Vous venez d'écrire un livre qui est sorti sur les liens de l'attachement, qui s'appelle « La sécurité émotionnelle de l'enfant ». Alors, c'est une vaste question, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un enfant soit en sécurité émotionnelle ? Alors, c'est important de comprendre ce que c'est que la sécurité, parce qu'effectivement, c'est un des besoins fondamentaux de l'enfant, qu'il a besoin de nourriture, qu'il a besoin de soins, mais sans cette sécurité émotionnelle, effectivement, sa trajectoire va pouvoir être mise en difficulté. Alors aujourd'hui, on valorise absolument le fait que l'enfant soit sécure. Ce qui compte, c'est surtout qu'il soit organisé dans sa tête. Et c'est pas forcément... On amalgame parfois sécurité et organisation psychique. Mais n'empêche que pour qu'il soit... Alors peut-être que c'est des termes un petit peu complexes à comprendre. C'est la richesse de la théorie de l'attachement qui aujourd'hui n'est pas forcément connue et que parfois... moi, je rencontre beaucoup de professionnels qui me disent « Oui, je connais la théorie de l'attachement. » Mais en fait, ils la connaissent pas dans ce qu'elle peut nous donner de très profond en termes de compréhension du fonctionnement de l'individu et même au-delà de ce qu'on appelle la psychopathologie, c'est-à-dire comment quelqu'un peut aussi développer des troubles. Donc, elle est parfois trop méconnue par rapport à sa richesse. Et donc, on a souvent pensé qu'il fallait que l'enfant soit sécure. Alors, bien sûr que si l'enfant, il est sécure, il a plus de ressources pour grandir. Et donc, sécure, c'est... qu'il ne soit pas affamé, qu'il y ait de l'amour, et c'est quoi à peu près ? Alors, la sécurité émotionnelle, n'a rien à voir avec ni l'amour, ni la sécurité physique. Et je pense que c'est important qu'on Exactement. dise ce que c'est. Exactement. Donc, en fait, c'est en lien avec la stabilité émotionnelle et le fait que son environnement soit cohérent avec lui. Et qu'il réponde à ses besoins d'avoir cette prévisibilité et cette stabilité qui fait qu'il va pouvoir faire confiance et demander de l'aide s'il en a besoin. Le lien d'attachement se définit comme un lien qui va réunir une personne qui est sensible et fragile et vulnérable et qui a besoin de l'aide et du réconfort de quelqu'un en retrouvant sa proximité en particulier, mais surtout de savoir qu'il peut compter sur quelqu'un en cas de danger. C'est vraiment ça le lien d'attachement. Donc, pour qu'il soit sécure, il faut qu'il sache qu'il peut compter sur quelqu'un pour répondre à ses besoins en cas de difficulté. En fait, ça paraît simple quand on le dit comme ça. Ça paraît tout à fait simple. Donc, il faut répondre aux besoins de nos enfants. Aux besoins de sécurité de nos enfants et de cohérence. Mais c'est vrai que des fois, on n'est pas non plus les seuls acteurs. Moi, je donne parfois l'exemple de l'école aujourd'hui, alors sans stigmatiser, mais quand, par exemple, on confie l'enfant le matin à la garderie, qu'ensuite il a la maîtresse, qu'ensuite il y a le temps de cantine, ensuite il y a à nouveau la maîtresse, ensuite il y a du temps de périscolaire et ensuite il y a peut-être une nounou. En fait, nous, on a le sentiment que l'enfant, il est en sécurité parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui s'occupe de lui. Mais dans sa sécurité émotionnelle, il y a beaucoup de personnes qui interviennent et des personnes qu'il ne connaît pas forcément. Et donc là, il en perd en cohérence. Et ça l'insécurise. Donc en fait, ce qui est compliqué, c'est ce que nous, on peut percevoir de sa sécurité, de son insécurité, et c'est pas la même que la nôtre. Nous, dans cette situation, on se dit, OK, il y a tout le temps quelqu'un qui va prendre soin de lui, il sera jamais à la rue. Et lui va se dire, waouh. Alors si vous lisez mon livre, je symbolise la figure d'attachement par le porte-avions. Et là, il y a trop de porte-avions. Ça fait une flottille de porte-avions. Il sait plus sur quel porte-avions il peut se poser s'il est en danger. Et c'est ça, en fait, la notion de sécurité émotionnelle. Donc, elle n'est pas en lien. On peut aimer nos enfants et on les aime infiniment et on y pose des intentions magnifiques. Et on essaye de faire au mieux pour eux. Moi, je vois des parents qui sont dans une intentionnalité qui est très belle. Dans ce qu'on peut voir de parentalité positive, parentalité bienveillante, tout ce qui peut se construire autour de tout ça. Mais ce que moi, j'observe, c'est que à travers toutes ces recherches, parfois, ce socle théorique peut manquer et que s'il n'y a pas cette conscience qu'il y a un besoin de sécurité, c'est important d'être positif, c'est important de considérer que notre enfant, c'est un être à part entière, mais c'est pas un mini-adulte. Et que si on lui donne des choix qu'il ne peut pas faire, ça va plus l'insécuriser que le sécuriser. Donc, c'est important pour moi, professionnel de santé. J'ai une rigueur scientifique qui m'amène à me dire que tous ces progrès sont majeurs, mais qu'à un moment, si on remet pas un socle rigoureux, on se rend compte que nous, on voit des parents qui ont pu faire un certain nombre de recherches dans ces directions-là et qui, quand même, avec leur enfant, se retrouvent en difficulté avec des colères qui sont importantes, des crises, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation. Pourtant, ils ont mis en application tous ces principes-là.
parce qu'il manque pas grand-chose. Mais est-ce qu'on est cohérent vis-à-vis de nos enfants ? Quand on leur dit je t'aime mon chéri, t'es la personne la plus importante, mais là si tu veux, là j'ai les impôts et puis j'ai la lessive à faire, donc on verra après, on n'est pas cohérent. Donc c'est cette cohérence dont ils ont besoin en fait. Et alors comment est-ce qu'on gère, parce que c'est un vrai défi, notamment pour les mères, le fait de travailler, le fait de vouloir être présent pour nos enfants et de pouvoir aussi avoir sa vie à côté, alors que nos enfants ont besoin de nous. Je trouve que c'est vraiment une question, moi, personnellement, qui est difficile. Quand j'ai été trop présente, au bout d'un moment, j'ai saturé et j'ai failli craquer. Et quand je suis pas assez là, je vois bien que pour ma fille, c'est difficile. Donc, je pense que notre génération en a un vrai... C'est beaucoup de choses à gérer en même temps, quoi. C'est ça. C'est un équilibre qui n'est pas facile à trouver. C'est un équilibre personnel aussi, parce qu'il y en a pour lequel le travail n'est pas forcément un lieu d'épanouissement, auquel cas, quand ils reviennent du travail, c'est difficile pour eux. Donc, c'est un équilibre auquel il faut être attentif, mais qui est complexe aujourd'hui. Si on regarde à la lumière de la théorie de l'attachement et qu'on voit les modes d'accueil aujourd'hui, on se rend compte qu'on confie nos enfants bien avant le fait qu'ils aient discriminé des figures d'attachement. Ils n'ont pas encore réalisé qu'il y avait des porte-avions et d'emblée, on les colle avec d'autres porte-avions. C'est les 9 mois, c'est ça ? Oui, donc on est plutôt sur 9 mois, d'où les préconisations internationales qui font en sorte que les parents ont des congés maternité plus longs. De savoir que pour certains enfants, l'accueil collectif est plus difficile que pour d'autres enfants, et c'est des notions aussi de tempérament, c'est en lien aussi avec le besoin de sécurité. Donc aujourd'hui, l'équilibre, il n'est pas facile, il y a des enjeux sociétaux, et puis il y a aussi ce que moi j'observe beaucoup, c'est des enjeux de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être un parent performant, parce qu'il faut être performant au travail, il faut être performant à la maison. Et pour être un parent performant, il faut avoir un enfant qui va bien. Et que si on a un enfant qui pleure un peu, qui fait une petite colère au supermarché, alors nous, on a quelques consultations là avant Noël en disant c'est Noël, vite, il va pas être sage chez mamie, faites quelque chose, docteur. Voilà, c'est pas là que ça se joue, mais globalement, on voit la pression sociétale et sociale pour qu'effectivement, on ait le sentiment qu'on est des bons parents. Et donc, on fait porter à nos enfants une pression qu'ils ne peuvent pas porter. Un enfant qui pleure, c'est juste normal. Mais aujourd'hui, on tolère plus qu'il pleure parce que on se dit comment on va être jugé. On va nous dire ah bah t'es laxiste, tu vois, les méthodes d'avant ça marchait super bien. Mais c'est pas si simple parce que les enfants d'aujourd'hui sont plus les mêmes enfants que les enfants d'avant. Ils ont d'autres principes de fonctionnement. Ils ont besoin d'un cadre, ils ont besoin de sécurité, mais on ne peut plus être dans une vision très verticale où moi l'adulte j'ai raison, toi l'enfant tu as tort. Ils ne rentrent plus dans ce modèle-là. Et pourquoi avant ils rentraient ? Alors, je pense qu'il y a le sens de l'évolution aussi et que notre espèce, elle s'adapte à la société. Et aujourd'hui, il nous apporte aussi beaucoup d'éléments de réflexion, parce que quand on leur crie dessus et qu'ils nous disent non, mais tu m'as dit de pas crier tout en criant, tu n'es pas cohérente. Au fond, c'est ce qu'ils nous disent, parce que moi, j'ai des petits bouts de chou de 3-4 ans qui arrivent en disant mais papa, il m'a dit ça ou maman, elle m'a dit ça, mais je comprends pas parce qu'il fait l'inverse. Et ça nous fait grandir. Moi, je dis toujours que on élève nos enfants, mais en fait, ils nous élèvent et ils nous font grandir. Donc voilà, cet équilibre, il est compliqué. À mon avis, il nécessite des ajustements sociétaux et c'est la commission des 1000 jours qui en est chargée, mais c'est tout à fait logique. Après, le deuxième point, c'est que ce qui compte et ce qui est essentiel, c'est la qualité de la disponibilité psychique. C'est pas la quantité, même si quand même 10 minutes de temps en temps ça suffit pas, mais cette qualité d'attention psychique, elle est essentielle. Pourquoi est-ce que c'est fondamental, cette notion du lien d'attachement par rapport à l'adulte qu'on peut devenir ? Parce que je pense que les gens n'arrivent pas à voir que comment on élève nos enfants fait la société de demain. C'est un peu le travail que j'essaie de faire pour qu'on comprenne ça. Là, il se joue quoi à ce moment-là avec ce lien d'attachement ? Alors, l'enfant va naître avec finalement... Alors, une page vierge par rapport aux relations qu'il va construire, une page qui est quand même déjà informée avec tout le bagage génétique de sa propre histoire, mais la compréhension qu'il va faire de la relation à l'autre va se construire dans les expériences répétées qu'il va pouvoir vivre sur on va englober les 3 premières années, mais c'est intéressant de voir que c'est en lien aussi avec la plasticité cérébrale.
Et donc, effectivement, la répétition de modèles et de modes de relation va petit à petit lui donner une grille de lecture. John Bowlby appelait ça des cartes cognitives, une grille de lecture de comment on va rentrer en relation les uns avec les autres. Est-ce que je peux, si je suis en danger, puisque le lien d'attachement, c'est je suis en danger, j'ai besoin de réconfort, est-ce que je peux compter sur du réconfort? Si je peux compter sur du réconfort, ça veut dire que je peux demander de l'aide, ça veut dire que je peux avoir confiance en l'autre et je peux avoir confiance en moi. Et tous ces éléments-là, petit à petit, plus ils vont être répétés, plus finalement ils vont s'engrammer et constituer cette feuille de route sur laquelle l'individu va ensuite construire des croyances. Donc si personne n'a répondu à ses besoins de réconfort, il va petit à petit penser que de toute façon, il ne pourra jamais compter sur personne. Alors après, il peut rencontrer une personne dans son parcours qui peut être proche de lui et qui va finalement lui montrer que cette croyance n'est pas vraie, mais pour la déconstruire, il va avoir plus de difficultés que quand il est en train de la construire. D'où l'importance, et ces 1000 jours sont essentiels, d'où l'importance de pouvoir être conscient de ces enjeux-là pour que, de manière responsable, on puisse se positionner vis-à-vis de l'enfant. C'est pour ça que nous, ici, et moi, ce que je propose, c'est la parentalité responsable, c'est-à-dire d'avoir un minimum d'informations pour pouvoir s'ajuster à son enfant. Ensuite, son enfant, il est unique. Donc, à mes yeux, il n'y a pas d'école de parentalité. Il n'y a pas de notice. Par exemple, dans mon ouvrage, ça serait juste génial. Dans mon ouvrage, je le précise bien, c'est une rencontre singulière entre deux individus et c'est cette rencontre qui va nous transformer. Par contre, on a quand même des informations scientifiques qui viennent nous dire, bah oui, ce besoin de réconfort, l'enfant, il en a réellement besoin. Il a besoin de trouver la proximité. Ça passe aussi par la proximité physique, de répondre aux besoins de sécurité de l'enfant, aux besoins d'attachement. Peau à peau. Peau à peau, portage, proximité. Cododo. Bien sûr. Alors, le cododo à 6 mois, c'est pas le même qu'à 3 ans. Donc, dans la théorie de l'attachement, ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a aussi un contexte. À partir du moment où l'enfant il est en capacité de se déplacer, il peut lui-même venir chercher son réconfort s'il en a besoin. Alors que quand il est tout petit, c'est pas le cas. Donc, tout est à contextualiser. C'est vraiment des clés intéressantes. Ici, à l'Institut de la parentalité, et puis même dans tous les emplois que vous avez eus, les postes que vous avez eus, qu'est-ce qui ressort des difficultés les plus importantes chez les parents? Est-ce qu'il y a un point commun? Alors, les motifs de consultation sont multiples, mais aujourd'hui, alors je vois le temps qui passe, je vois les générations qui changent. Les attendus de l'enfant sont aujourd'hui en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les attentes de performance. Donc, il est attendu aujourd'hui de l'enfant qu'il réponde aux attentes du parent. Le parent devient parent parce que l'enfant répond aussi à ses besoins. Et là, je trouve qu'on a inversé les choses, parce que c'est à nous, parents, de répondre aux besoins de l'enfant, et que aujourd'hui, dans cette perspective un petit peu normative, où on a un bon boulot, une belle maison et des enfants qui vont bien, si l'enfant ne répond pas à ces problématiques-là, il devient finalement la source d'inconfort. Donc, on voit beaucoup aujourd'hui de consultations sur... il n'y a pas longtemps, j'avais un enfant parce qu'il mettait trop de temps à s'habiller le matin, par exemple. Et on se rend compte qu'on attend de nos enfants que finalement, ils ne viennent pas mettre de sable dans le rouage d'une vie qui est extrêmement contrainte. Moi, j'ai la chance d'avoir vécu, maintenant je le dis, la chance d'avoir vécu sans portable ou sans Internet à un moment. Je ne regrette absolument pas ce temps-là parce qu'il m'ouvre à des perspectives et à des possibilités de communication qui sont extraordinaires. Mais on n'a plus le même temps psychique. On a une accélération totale des choses, et que si on n'a pas répondu à son SMS, c'est qu'on est mort, alors qu'on n'avait juste pas le temps. Mais globalement, on voit comment finalement on attend des réponses. Et ces contraintes-là ont rendu nos fonctions parentales complexes. Donc notre vie, elle est souvent très planifiée, et l'enfant, il vient nous inviter de manière très dérangeante souvent, à nous poser. Alors moi je dis souvent en conférence, mais je le dis, aujourd'hui on se paye des stages de méditation pleine conscience pour se poser, alors que nos enfants en fait ils nous donnent l'injonction de le faire. Sauf que quand c'est pas au moment où on a décidé de nous, c'est ça, ou que là on a un rendez-vous, c'est super urgent, et on va pas comprendre que notre enfant il va nous solliciter là. Et pourtant c'est là qu'il va nous solliciter, c'est au moment des repas, c'est au moment des
des nuits du coucher, parce que c'est là où il peut nous capter. Donc, il va le faire. Donc, globalement, ce qu'on voit, oui, c'est vraiment dans cette problématique-là. Et c'est important de venir aussi être accompagné à ces moments-là, parce que sinon, le parent va attendre des choses de l'enfant qu'il ne peut pas lui donner, et on va rentrer sur une relation qui va s'altérer, et on voit des parents arriver en burn-out parental, attendant de l'enfant une réparation que l'enfant ne peut pas donner. Ah oui, oui, quand vous dites que les rôles se sont inversés, c'est ça, c'est là le parent cherche réparation à l'enfant. Oui, moi j'ai des parents qui sont épuisés, qui me disent moi je suis gentil avec lui, alors maintenant je serai gentil avec lui quand il le sera devenu. Sauf que l'enfant qui a des troubles du comportement, à type d'agitation, de colère, de crise, etc., c'est la première cause, c'est de se demander s'il y a quelque chose qui l'insécurise ou qui le sécurise. S'il est en insécurité, lui il va demander du réconfort. Mais il n'est pas en capacité de dire là je suis en danger, j'ai besoin de réconfort. Donc il va utiliser 2 stratégies. Soit il va hyper solliciter et sans arrêt venir chercher l'adulte, mais souvent d'une manière un petit peu agressive, ce qui va induire l'inverse, c'est-à-dire qu'il est plutôt répulsif, auquel cas on va pas répondre à son besoin de sécurité et ça va majorer encore plus son anxiété. Soit c'est des enfants très silencieux, trop silencieux. Alors eux, ils sont hyper confort, mais ils vont pas très bien. On le sait, sur un plan neurologique, ils ont des taux de cortisol qui sont plus élevés. Cortisol est neurotoxique. Et globalement, ça vient impacter aussi leur trajectoire développementale, y compris sur un plan cognitif. Juste la cortisol, c'est l'hormone du stress qu'on ne devrait ressentir qu'en cas de danger de vie ou de mort, en fait. Et Exactement. dans nos sociétés, on la ressent beaucoup trop souvent. Beaucoup trop souvent. Et quand on fait un dosage salivaire du cortisol, on voit que ces enfants qui pourraient sembler silencieux, nous on va former dans les crèches, ils disent « Oh ben super, il est sécure, il pleure pas ». C'est une fausse croyance. L'enfant qui voit la personne qui s'occupe de lui d'habitude s'éloigner, qui pleure, c'est juste normal. Alors c'est pas normal au bout d'un an de crèche tous les jours, mais au début c'est juste normal. L'enfant qu'on peut poser partout, doit nous interpeller. Ça veut pas dire qu'il est pas sécure, il faut toujours contextualiser, mais il y a comme ça des éléments qui peuvent nous éclairer. Au quotidien, c'est quoi votre travail ? C'est beaucoup de conférences ou encore beaucoup de consultations ? C'est les deux, parce que c'est important pour moi de rester en lien avec le vécu des familles. Donc, il y a des consultations. Il y a effectivement la régulation des équipes, puisque ici, maintenant, il y a 2 sites qui ont ouvert leurs portes. Il y a Bordeaux-Florac et puis il y a Paris-Sénart qui a ouvert ses portes depuis octobre 2019. Et puis, on est sollicité par de très nombreux professionnels qui veulent rejoindre l'Institut, conscients que finalement, dans leur exercice actuel, ils n'investissent pas assez le champ de la prévention. Donc, on est en train de travailler sur la transposition de ce modèle pour que de nombreux professionnels puissent s'investir dans ce champ-là. Des conférences, oui, beaucoup de conférences, soit pour les parents, soit pour les professionnels, et j'aime l'écriture, donc je pense que je vais m'y replonger. Est-ce que vous avez été sollicité par le gouvernement pour les 1000 premiers jours pour aider ? Alors, pas directement. Adrien Taquet est venu visiter l'Institut au mois de mai. Le président de la commission lui, c'est le secrétaire d'État. Monsieur Taquet est secrétaire d'État en charge de la famille et de la protection de l'enfance. Donc, il nous a rencontrés. Il est venu visiter l'Institut au mois de mai 2019. Après, je sais que je suis en lien donc avec Nathalie Viccarini, qui fait partie des 1000 jours et qui évoque l'Institut. Pour l'instant, j'ai pas de contact direct avec Boris Cyrulnik ou d'autres membres. Je lance une perche. Non, mais c'est des modèles qu'il faut développer. Il n'y a que 2 villes en France. On est chanceux à Bordeaux, mais... C'est ça. En tout cas, ce qu'Adrien Taquet a pu mettre en évidence, c'est qu'effectivement, nous, on est sur ces 1000 jours depuis longtemps et qu'on a développé et déployé des mises en application de la théorie de l'attachement dans nos pratiques, tout en étant vraiment très rigoureux sur l'utilisation de la théorie de l'attachement pour qu'elle nous aide. Alors, elle nous aide bien sûr à accompagner les familles dans le quotidien, mais on va aussi travailler avec la protection de l'enfance. On forme les professionnels qui accueillent ces enfants qui ont là réellement des troubles de l'attachement à comprendre tous ces enjeux-là. Donc, parce que les applications de la théorie de l'attachement sont extrêmement vastes et ne peuvent pas être réduites juste à vouloir que son enfant soit sécure, ça nous donne une meilleure compréhension des interactions, mais c'est beaucoup plus large. Vous intervenez sur un thème qu'on évoque trop peu en France, c'est la psychologie et les changements qui sont liés au fait de devenir mère, et notamment pendant la grossesse. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme au moment de créer la vie ?
Alors c'est vraiment un champ que j'investis depuis longtemps parce que cette dimension de la grossesse psychique me semble très négligée dans notre pays et dans de nombreux pays. On parle beaucoup de la grossesse physique, donc avec tous les suivis, les échographies, les examens médicaux. Ça, on est suivi. Voilà. Par contre, en cas de vulnérabilité émotionnelle, c'est plus compliqué. Alors, je pense que la Commission des 1000 jours a remis en valeur l'entretien prénatal précoce qui avait été préconisé par le dernier plan périnate qui date de 2005-2007. Donc, ça date, inspiré par Françoise Molena et qui mettait en avant justement cette humanité et cette sensibilité pour qu'on puisse aller l'apercevoir. Sauf que c'est pas forcément facile de l'apercevoir et de pas savoir quoi en faire derrière. Donc, on voit bien comment c'est un champ qui reste encore un petit peu compliqué à investir. Pour autant, moi, je parle beaucoup de la grossesse psychique parce que pour moi, la grossesse psychique, c'est le premier pas vers la parentalité. C'est-à-dire qu'il se passe réellement une transformation. Alors oui, il y a la transformation physique, mais il y a aussi une transformation psychique qui va faire que petit à petit, avec des étapes particulière, et là c'est pas la théorie d'attachement qui vient nous l'expliquer, mais c'est vraiment plutôt le travail en psychanalyse et psychodynamie avec la notion de transparence psychique où on vient nous expliquer, cet état-là vient nous dire que pendant ce temps de la grossesse, alors moi j'utilise avec les parents l'image du couvercle, ça veut dire que pendant toute notre vie, normalement on a un couvercle sur nos émotions qui fait qu'on est globalement assez régulateur de nos émotions. Ça déborde pas trop ou en tout cas on gère. Et pendant la grossesse, ce couvercle s'ouvre. Et il nous donne accès à tout notre matériel psychique et à toute la dimension émotionnelle. Donc c'est une grande richesse, mais souvent ça bouscule parce qu'on s'était bien appliqué à mettre un joli couvercle et que là, de manière physiologique et automatique, donc pour tout le monde, même si certains le négligent ou hyper investissent d'autres champs, il y a des femmes qui travaillent jusqu'au bout, comme ça, elles vont pas trop percevoir leurs émotions, mais de toute façon, tôt ou tard, elles vont émerger. Hein, donc, c'est-à-dire qu'elles peuvent émerger plusieurs années plus tard, oui, par exemple. Ouais. D'accord. Donc, ce champ émotionnel vient s'inviter avec des souvenirs. Quand nous, on accompagne, on a un département périnatalité, on accompagne ces futurs parents-là. Et tous, hein, même ceux qui bénéficient d'entretien prénatal précoce en France, beaucoup de sages-femmes nous disent, elles nous disent des choses qu'elles n'ont jamais dites. Et puis, elles se disent, mais pourquoi je vous raconte ça là alors que d'habitude, je m'en rappelle pas. Y compris des événements traumatiques, d'abus ou de violences sexuelles vécues dans l'enfance qui ne sont pas parlés en dehors de cette période-là. Donc effectivement, petit à petit, cette transparence psychique va permettre de construire ce qu'on appelle ensuite la préoccupation maternelle primaire. Et là, on voit tous les travaux de Winnicott sur ce fait que quand on devient parent, on devient responsable. Il y avait Daniel Stern aussi qui disait que la mère, mais je pense qu'on peut l'induire aux deux parents, la mère devient victime du plan de survie de son enfant. C'est-à-dire que si le parent n'a pas conscience que son enfant ne va survivre que s'il est attentif et qu'il répond à ses besoins de réconfort, et là on retrouve la théorie de l'attachement, effectivement il y a quelque chose qui ne va pas se jouer pour l'enfant. Et c'est tout ça qui se transforme. Ce qui est intéressant pour faire les liens avec les neurosciences, c'est qu'on sait aussi aujourd'hui que le cerveau se transforme, que les noyaux profonds du cerveau, autant de l'homme que de la femme, donc c'est pas que la grossesse physique qui va induire ça. La vasopressine, par exemple, chez l'homme, va faire que les noyaux de perception du danger vont se modifier pour qu'on soit équipé pour lire les besoins de sécurité et besoins d'attachement de l'enfant. Et je trouve ça passionnant de voir que ce qui a été décrit sur un plan intrapsychique est validé aujourd'hui par ces travaux en neurosciences et font le lien. Alors pourquoi finalement ce couvercle il s'ouvre? Et ben ça c'est vraiment Catherine Guéguen a ouvert aussi à cette meilleure compréhension-là. C'est que le cerveau du tout petit il est immature et que le cerveau principal avec lequel on va communiquer sur les premières années c'est le cerveau émotionnel. Et que si on ne s'est pas connecté à nos propres émotions, on ne pourra pas rentrer en relation avec son enfant. Et là, de manière évidente, les choses se construisent et on peut donner sens à tous ces mouvements-là. Donc en fait, vivre la matrescence, c'est normal. Oui. C'est normal, c'est important de pouvoir le dire, le ressentir, le partager. Ce qui est compliqué, c'est que c'est pas vécu à la même temporalité entre monsieur et madame et que du coup, ça crée un décalage avec un sentiment d'incompréhension et puis que c'est quand même bousculant d'avoir toute cette résurgence émotionnelle alors qu'on s'était appliqué à pas le voir avant.
Mais je trouve que ça nous rend de meilleurs humains, au final. Parce que moi, j'ai exactement eu ça, de pas savoir mes émotions, ou si je les sentais, mais je les avais jamais écoutées. Et qu'aujourd'hui, déjà, j'ai plus d'empathie pour les gens, j'ai plus de bienveillance, j'ai une facilité à communiquer qui est plus évidente qu'avant. Et des fois, je me dis, mais ça aurait dû m'arriver avant, c'est dommage, même si c'est très violent quand ça arrive, du coup. C'est ça. Et est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, de pouvoir faire en sorte que ce couvercle, il n'explose pas, enfin, c'est en s'écoutant mieux? Avant, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas vécu de manière si violente? C'est ça, surtout. Ça va dépendre de ce qu'on a vécu avant, parce que souvent on s'est protégé des émotions pendant longtemps. On s'est protégé des émotions et qu'effectivement la grossesse vient faire effraction au milieu de tout ça. Donc on en revient aux 3 premières années, c'est ça? Oui, oui, bien sûr, parce que ce qu'on sait aussi, c'est que ce qu'on va appeler les modèles internes opérants, les manières de rentrer en relation avec les autres qui se sont construites sur les 3 premières années, vont pouvoir se revisiter lors d'étapes de la vie. Et ça se revisite à des étapes où émotionnellement, on est très bousculé. Donc l'adolescence, la construction du couple, parce que là, on vient aussi de manière intime faire confiance en l'autre ou pas. Et la maternité, la parentalité, pas que la maternité, mais la maternité globale, pour monsieur aussi, vient nous donner l'occasion. C'est vraiment une chance. C'est pour ça que la grossesse, c'est une période initiatique de transformation. Elle nous transforme parce qu'elle peut effectivement se dire que ce qui s'est construit pendant les 3 premières années, c'est un moment où on peut faire évoluer les choses, restaurer les choses. Et puis ensuite, il y a toutes les pertes et séparations qui viennent aussi nous donner l'occasion de travailler sur ces modèles relationnels. Donc en fait, c'est vraiment ça, quand on dit guérir son enfant intérieur, ça explique tout ça, là. Exactement, tout ce dont on parle. Ça explique tout ça. Et l'enfant est un magnifique cadeau, parce que l'enfant vient nous donner cette opportunité-là, mais que si on n'a pas envie de faire ce travail-là, l'enfant devient plus du tout un cadeau mal emballé, voire, moi, ce que j'appelle dans mon livre, une tête chercheuse. C'est-à-dire que l'enfant, il vient pile tout le temps, de manière itérative, nous questionner sur ce qu'on a caché. Or, si on a caché des choses, ça veut dire qu'il y a des bouts de nous-mêmes, des morceaux de nous-mêmes qui ne sont pas dans cette unité et qui font qu'on ressent un mal-être ou en tout cas des blessures. Et que c'est une magnifique occasion et qu'il faut juste comprendre que nos enfants ne nous attaquent pas, mais au contraire nous aident à grandir à condition qu'on accepte ce qui nous permet de transformer. Ils ont une intelligence émotionnelle, je trouve, qui est incroyable. En fait, ils écoutent beaucoup plus leur ressenti et leur instinct que nous. C'est ça. Ils n'ont pas d'autre solution puisqu'ils n'ont pas encore de cerveau qui a de cerveau rationnel qui va leur permettre de donner sens à ce qu'ils vivent. Donc forcément, ils sont dans leur vécu émotionnel et instantané. Le cerveau limbique est prioritaire pendant les premières années et qu'effectivement, c'est l'occasion pour nous aussi de nous reconnecter à nos émotions et de comprendre que c'est pas jamais un enfant viendra attaquer son parent de manière intentionnelle et pour venir le déranger. Il va forcément le faire grandir. À nous, adultes, d'avoir conscience de ça et de pas penser que l'enfant qui s'habille pas le matin, c'est exprès pour nous embêter. C'est peut-être que on n'a pas porté une attention suffisante le reste du temps et que là, il se dit tiens, chouette, je vais le capter, alors que ça fait l'inverse. Comment est-ce que vous arrivez à toucher la population qui va pas venir d'elle-même ici, qui est en grande difficulté, parce que c'est un des enjeux quand même aujourd'hui de l'éducation. Par quel biais est-ce que vous pouvez faire passer ce message un peu plus largement ? Alors, il y a plusieurs modalités d'intervention. Donc, on fait beaucoup de conférences, on est sollicité par des municipalités, par des crèches, etc. Notre difficulté, et la visite d'Adrien Taquet a permis de déblayer un tout petit peu des solutions, c'est que pour l'instant, on n'avait pas d'aide d'État ou très peu. Et que globalement, les parents qui pouvaient payer venaient. On a vu environ 1800 familles en 1 an et demi. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de parents qui se retrouvent en difficulté et qui souhaitent avoir une expertise dans ce domaine-là. Mais on commence à travailler depuis un certain temps avec le conseil départemental, avec les municipalités et avec la CAF pour pouvoir avoir des financements. Ces financements commencent à arriver. Donc on propose, nous, par exemple, des permanences conseils, c'est-à-dire 2 fois par mois dans nos 2 sites, la présence de nos experts qui peuvent recevoir les familles gratuitement sans rendez-vous pour venir dire c'est difficile, est-ce que vous pensez que
vous pourriez m'apporter de l'aide. Mais déjà, le fait de pouvoir venir, de rencontrer nos experts, c'est pas une consultation, mais c'est vraiment un temps informel. C'est déjà un pas important. Nous, on a vu des familles qui s'étaient séparées, qui s'étaient donné rendez-vous devant l'Institut pour venir sur ces permanences conseils. Pour que, oui, cette accessibilité, pour moi, éthiquement, elle est essentielle. Elle dépend quand même des financements. Aujourd'hui, des pistes de financement arrivent, mais il nécessite qu'on les investisse plus. Sur ces 1800 familles que vous avez reçues, est-ce que vous pouvez avoir des statistiques ou des... C'est difficile à mesurer, est-ce que ça va mieux Est-ce que vous avez une idée des résultats ? Oui. On s'est appliqué à construire des outils d'évaluation parce qu'on sait à quel point c'est important. Même nos programmes d'habileté parentale sont évalués, donc les parents participent à la recherche parce qu'on est adossé aussi au laboratoire de psychologie de Bordeaux. Donc oui, en général, c'est 5 consultations en fonction du symptôme qui sont nécessaires et suffisantes pour mettre fin à la difficulté relationnelle qui se joue. C'est 5 parce qu'on a des interventions très précoces et que le concept de prévention a été compris par nos partenaires et que beaucoup de médecins généralistes, de sages-femmes, de gynécos, de pédiatres, de crèches, tous nos partenaires nous envoient très rapidement les enfants, auquel cas, et les familles, puisqu'on travaille avec la famille, on ne travaille pas qu'avec l'enfant largement. On a vraiment une vision systémique et globalement, en travaillant aussi avec des outils de psychoéducation, de promotion de la santé, on arrive à avoir des résultats très très intéressants. Après, quand c'est des pathologies, nous on n'est pas à l'ordre de la pathologie. Si c'est de la pathologie, c'est plus nous. Donc c'est vraiment avant que les choses se construisent. Mais vous êtes capable avec votre diplôme de gérer la pathologie, de oui, soigner la pathologie. Bien sûr, je l'ai fait avant. Mais c'est ailleurs. Voilà, ça mais dans le concept, parce que sinon on va devenir un CMP privé et ça n'a pas de sens. Ce qu'on veut, c'est une accessibilité très rapide aux soins et globalement, il n'y a pas de liste d'attente à l'Institut. Les familles sont vues dans le mois qui suivent leur appel. Il y a une énorme culture du silence autour de la santé mentale des mères, notamment des mères. Vraiment, je le dis parce que je pense qu'on est plus touchés malheureusement que les pères dans cette période-là. Qu'est-ce qu'il y a comme maladie parce que je pense qu'il y a beaucoup de mères qui se sentent pas bien et qui savent pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une matrescence ? Est-ce que c'est une dépression postpartum ? Est-ce que c'est le baby blues, je mets des guillemets ? Est-ce que c'est une anxiété du postpartum ? Alors, comment est-ce qu'on arrive à voir ? Il y a combien de maladies finalement qui peuvent toucher une mère au moment de devenir mère ? Alors, il y en a un certain nombre, mais il y en a qui ont de ce que nous, on appelle des prévalences, c'est-à-dire des fréquences qui sont moins importantes que les autres. C'est une période de transformation, c'est une période de vulnérabilité. Quand on disait qu'il y avait un strike tout à l'heure, c'est ce qui se passe. Et donc, effectivement, ça peut induire une déstabilisation de l'humeur et une déstabilisation psychique qui va ensuite pouvoir s'installer. Et vraiment, effectivement, il y a une sensibilisation et un éclairage à faire de manière plus marquée dans ce domaine-là. Donc, le baby blues, c'est finalement, si on allait jusqu'au bout de l'idée du couvercle, c'est ce couvercle qui ne se ferme pas tout de suite. Et c'est normal qu'il ne se ferme pas tout de suite. Donc ceux qui ont vécu le baby blues, c'est quand même 60 à 80% des femmes, 90 même certaines études. On est heureux, puis en même temps on est triste, on est inquiet, enfin on n'est pas effondré, c'est pas un état dépressif. Et ça dure quelques jours. Si ça dure plus de 15 jours, un mois, ce n'est plus du baby blues. Et là on rentre dans une pathologie qui est effectivement très méconnue, qui est souvent négligée, souvent honteuse, donc les femmes n'en parlent pas non plus, c'est le syndrome dépressif du postpartum. C'est quand même, aujourd'hui, les chiffres sont assez interpellants, c'est 15 à 18% des femmes en postpartum. J'ai eu une maternité il n'y a pas longtemps, la sage-femme me dit mais on n'en voit jamais, mais parce qu'il n'y a pas de formation suffisante. Alors moi je travaille beaucoup avec l'Ordre national des sages-femmes et donc j'interviens beaucoup parce qu'elles ont cette sensibilité-là, mais elles peuvent ne pas en avoir les connaissances. Parce qu'effectivement, c'est pas un syndrome dépressif classique où on a juste envie de rester au lit et de voir personne. On se lève, on s'occupe de son bébé, mais le tableau n'est pas de même nature qu'un état dépressif classique. La difficulté, c'est que souvent la femme a honte, parce que normalement, quand on est jeune maman, on doit être heureuse, et puis tout doit aller bien. Il y a un très joli livre de Liata Bekassis là-dessus. Encore une fois, là, c'est la réussite. C'est exactement, c'est la performance, et donc on doit assurer. Et globalement, certaines mamans passent comme ça. Il y en a très peu qui consultent. Globalement, on sait que 2% des femmes qui vivent ça. Sur les 18%? Oui, dans les chiffres qu'on a. Que j'ai en tout cas les derniers chiffres, mais
Et donc, très peu arrivent aux soins. Et globalement, cet état dépressif, à moins qu'il soit beaucoup plus bruyant et qu'il rentre ensuite dans d'autres difficultés et troubles et maladies, va pouvoir s'amender seul au bout d'1 an ou 2. C'est long, 1 an ou 2. On est dans un très état long. de... C'est de la désespérance, en plus, un peu... Tout à fait, mais le temps que la femme consulte, et puis en plus tout le monde s'occupe du bébé, mais pas forcément de la maman. Et donc globalement, ça va passer donc petit à petit, ça passe. Sauf que l'enfant, lui, là, dans cette problématique-là, il n'a pas reçu le réconfort dont il avait besoin, puisque la maman elle-même est dans cette recherche-là et qu'elle ne le dit pas forcément. Il y a quand même des taux, les taux du syndrome dépressif du postpartum du papa sont quand même autour de 8 à 9%. Hein, donc ils l'ont aussi, mais ils ont encore plus de difficultés à l'exprimer, puisque c'est eux qui doivent rassurer maman. Donc, ils ne peuvent pas non plus s'autoriser à s'effondrer. Cette pathologie-là, c'est vraiment celle qui devrait beaucoup plus nous inquiéter. C'est la première complication obstétricale, hein, parce qu'on parle des hémorragies de la délivrance. C'est 1 à 2%, et là, on est à 15 à 20. Ensuite, cet état dépressif peut être inaugural, comme on dit, d'un trouble du spectre bipolaire. C'est-à-dire qu'on sait que cette déstabilisation de l'humeur va ensuite avoir beaucoup de mal à retrouver un équilibre, et on peut ça peut se compliquer d'un épisode de trouble du spectre bipolaire qui devient là une pathologie plus chronique et qui nécessite des traitements au long cours. Et puis ensuite, on a tous les épisodes anxieux, et ce dont on parle pas assez souvent, mais que beaucoup de femmes expriment, c'est ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, c'est-à-dire avoir peur de faire du mal à son bébé. Donc ça, c'est des tableaux cliniques qui sont pas faciles à prendre en charge. Et puis la maman a tellement honte de dire qu'elle va faire du mal et qu'elle a le sentiment qu'elle va faire du mal, alors que globalement, on sait qu'il n'y a jamais de passage à l'acte dans les phobies d'impulsion. Voilà. Et puis ensuite, il y a la psychose puerpérale. C'est vraiment le tableau le plus bruyant, mais qui est finalement très très faible. Ce qui vraiment nous amène à beaucoup plus d'attention, c'est le syndrome dépressif du postpartum. Aux États-Unis, ils parlent beaucoup du PTSD, donc du post-traumatique. Voilà, donc quand il y a eu par exemple un accouchement très traumatique, on ressent énormément d'anxiété derrière, et on est comme les soldats qui sont allés sur le front. En gros, c'est ça. On en parle aussi un peu en France au niveau des mères. Alors, on a déjà du mal à parler du syndrome dépressif du postpartum, donc l'accouchement est à l'origine d'un stress post-traumatique. Ça se dit. Nous, ici, nos thérapeutes sont formés à l'EMDR sur la période, en tout cas sur le département périnate, parce qu'effectivement, on recueille souvent ce type de vécu. Qui réveille aussi des psychotraumas plus anciens, parce que parfois c'est en lien avec des violences subies dans l'enfance, et globalement l'accouchement vient réactiver tout ça. Donc on est parfois sur du trauma simple, mais pas toujours. Donc ça se sait, nous en tout cas on le considère comme tel. Et est-ce que dans les 1000 premiers jours, la prise en compte de ça, là, de ce tableau où on dit qu'il y a quasiment 20% des femmes qui ont une dépression postpartum, comme vous le dites, c'est ce qui est le plus important finalement dans tous les je sais pas comment dire, c'est pas les à côté, mais les conséquences. Il y a une volonté gouvernementale de se dire il faut agir. Ah, je pense, alors j'ai pas tous les éléments pour préciser ça. L'entretien prénatal précoce a cet objectif-là, c'est-à-dire que on sait qu'un syndrome dépressif du postpartum a souvent été précédé par un état dépressif anténatal, mais que souvent on banalise parce que on est fatigué, parce que on sait pas à quel moment on va accoucher, etc. Donc on le banalise, et que l'entretien prénatal précoce a cet objectif-là. Ça peut se détecter avant, en fait. Il y a des éléments qui viennent nous... Il y a des signes. Il y a des signes, bien sûr, qui viennent nous dire qu'on pourrait porter une attention majorée sur certaines femmes. On sait aussi, par exemple, que l'annonce de diagnostic d'un doute échographique pendant la grossesse, et puis ensuite, c'est une passionnante étude de l'équipe de David Cohen, qui témoigne que finalement, l'écho d'après, il n'y a rien du tout, montre que cette préoccupation maternelle primaire, elle a été altérée, et qu'il y aurait besoin d'un accompagnement un petit peu plus majoré, alors pas forcément une psychothérapie chaque semaine, mais globalement de pouvoir en parler. Et on voit comment aujourd'hui toute cette dimension émotionnelle et de la vulnérabilité psychique est quand même souvent banalisée, parce qu'on n'a pas forcément les réponses.
Je comprends que mes collègues gynécos, quand ils sont face à un plan rouge de césarienne, ils se demandent pas quel va être le vécu. Moi, je travaille longtemps en maternité. J'ai mon collègue gynéco qui me disait, mais Anne, elle a bien accouché, tout le monde est vivant. J'ai oui, tout le monde est vivant sur un plan physique. Mais qu'est-ce qui s'est vécu sur un plan psychique? Je dis peut-être que tu as mis des spatules, peut-être que voilà, il y a eu le rythme cardiaque du bébé, etc. Qu'est-ce que cette maman a vécu et quelle peur elle a pu avoir? Et puis elle a été peut-être séparée pendant quelques heures, mais comment elle vit cette absence de peau à peau, etc. Et donc cette conscience-là, elle nécessite que nous, professionnels, on y mette aussi toutes les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui sur le développement du tout petit, qui sont aujourd'hui majorées. Nadèle a fait un beau travail, Trevarten ou d'autres, mais on a de plus en plus de billes et c'est essentiel de les mettre en application. Quand vous dites tout ça, je pense, j'ai plusieurs amis qui ont eu des grossesses où on a détecté des choses mineures, mais quand même des petites maladies ou déjà dans le ventre. Ouais. Ces femmes-là, il faudrait qu'elles soient suivies en fait en postpartum pour pouvoir exprimer ce qui s'est joué dans la grossesse. Ouais, les préconisations de l'équipe de Cohen, c'est même que on puisse au moins faire un entretien ou deux pendant la grossesse, parce que effectivement, le sentiment de ces femmes, c'est que leur enfant ne va pas être normal, alors que finalement il l'est, et elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas des bonnes mamans. Donc là, on revient avec cette performance. J'ai pas fait un bébé parfait, donc je peux pas être une bonne maman. Et donc oui, je vais être beaucoup plus fragile en fait. Mais ça, personne à la maternité vient nous dire comment s'est passée votre grossesse et vous venez d'avoir votre bébé, on comprend, on peut vous donner un rendez-vous. Enfin, j'ai pas la sensation que quelqu'un m'ait raconté ça en tout cas. Non, d'où la préconisation éventuelle ou des propositions qui font partie de notre milieu, de proposer un entretien post-natal précoce et de se demander ce qui se passe. Globalement, là, c'est les sages-femmes qui reçoivent les mamans en rééducation périnéale, et la rééducation est le moment où effectivement ces mamans, elles vont venir dire ça. En plus, on est sur des problématiques intimes et globalement, ça vient se dire, ou la reprise de la sexualité comme un moment difficile, et là, on vient chercher des choses. Mais c'est vrai que les mamans ont tellement honte qu'elles vont pas dire qu'elles sont en difficulté. Donc, il faut pouvoir aller le chercher. Je pense que aussi de pouvoir le dire et de dire que c'est pas honteux. Mais voilà, j'ai une maman en ce moment que j'accompagne qui a vraiment attendu le dernier moment et qui disait, mais je pouvais pas dire, mais même à ma propre maman. Alors que là, c'était intéressant. Ils ont construit une tribu autour d'elle, et donc il y a tout le temps quelqu'un avec elle, et vraiment dans cette notion de système et de cocon qui va sécuriser dans cette chaîne de sécurité dont elle a besoin pour sécuriser son propre enfant. Mais elle me dit, mais j'avais trop honte, quoi. Trop honte. Bon, mais j'espère qu'on va essayer d'arriver à enlever la honte des mères, parce que c'est, je pense, un vrai travail essentiel. Et à tout le monde, si vous voulez lire le livre, il est sorti en septembre, donc il est disponible partout. Oui. Pour Noël, allez-y, faites-nous plaisir. Un cadeau de naissance, j'ai un ami qui me dit que ça devrait être un cadeau de naissance. Donc voilà. Je suis d'accord. Il y a beaucoup de livres qui devraient être des cadeaux de naissance au lieu d'un petit jouet. C'est ça. Merci beaucoup, docteur. En fait, je devrais vous appeler docteur, de m'avoir reçu ici. Bonne journée. C'était le docteur Anne Reynaud, psychiatre, spécialiste de la petite enfance et de la parentalité, auteur du livre « La sécurité émotionnelle de l'enfant » aux éditions Marabout. Je suis Clémentine Sarlat, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @clemsarlat ou @lamatrescence. Venez rejoindre cette belle communauté, à la semaine prochaine.